merci de m'avoir invité. Merci d'être là dans cette belle salle qui combine sciences et sciences humaines. Je pense que c'est une des seules salles. Et je voudrais remarquer que je suis la seule femme et je suis la seule scientifique. Ça n'arrive pas souvent. Donc je suis très fière. Donc voilà. C'est possible. C'est possible. Et il faut le dire à toutes ces petites filles qui sont dans vos classes, s'il vous plaît. Donc, en fait, aussi, je dois vous dire que je vais être la moins moderne de nous tous, parce que je vais parler d'une IA en éducation qu'on fait depuis 40 ans. Je ne vais pas parler de ChatGPT. Désolée. Et c'est important de savoir démontrer que c'est un travail de recherche et qu'on n'a pas de réponse. On ne sait pas pour l'instant si c'est vraiment utile. On ne sait pas vraiment si c'est utilisable des fois. Mais c'est pour ça qu'il faut faire de la recherche, c'est pour ça qu'il ne faut pas s'arrêter, c'est pour ça qu'il ne faut pas se fermer. Et donc, je vais parler un petit peu de ça, plutôt en regardant l'aspect historique de comment l'IA en éducation s'est posé des questions. Et donc, avant tout, je vais me présenter. Donc, parce que je suis moins connue. Et M. Mérieux, il est parti, pas parce qu'il n'a pas l'intelligence artificielle, mais parce qu'il avait un entretien. Il s'est excusé, mais il va revenir. Donc, ne croyez pas qu'il fait la tête à cette partie-là. On a bien discuté avant, mais il avait quelque chose à faire. Donc, moi, je suis informaticienne. Je suis vénézuélienne d'origine. Mon accent, voilà, vient de là. Et je suis dans un laboratoire d'informatique qui est assez gros, qui s'appelle Ellipsis, hein, et qui est avant Paris 6. Paris 6 et donc sur mon université. Et par ailleurs, je suis responsable d'un parcours qui s'appelle EdTech, où on forme les enseignants, collèges, lycées, sur tout ce qui est nouvelles technologies en éducation. Nous avons tous les ans 5-6 personnes qui viennent de l'Académie de Paris, de Versailles, etc., pour tout ce qui est numérique éducatif, y compris l'IA en éducation. On enseigne l'IA en éducation depuis plus de 10 ans dans cette formation. Pas que ça, d'ailleurs, on enseigne la partie ludification, etc. Donc, pour vous dire que c'est un master, si ça vous intéresse. Donc, j'ai mis plein de liens. Je m'excuse aussi parce que j'ai mis des slides, des transparents en anglais. Je n'ai pas eu le temps de les traduire, mais je suis à votre disposition si vous voulez après avoir des traductions. Donc, si on regarde du point de vue historique, ben, l'adaptation, ce n'est pas les l'IA, l'adaptation, ce n'est pas les informaticiens qui se sont posé la question, c'est les psychologues. C'est les psychologues qui ont dit, ben voilà, si on fait des QCM adaptatifs avec du feedback qui va donner la réponse, donc ça c'est plutôt pressé, il a dit, ben voilà, on va faire un QCM qui donne tout de suite la réponse et pendant qu'on a la réponse, ben on apprend. Première QCM adaptatif. Il a des systèmes actuels, on parlait, qui font exactement ça actuellement avec l'IA, exactement ce qu'il faisait à l'époque, les QCM adaptatifs. Il y a aussi la machine enseignée, que vous connaissez bien mieux que moi, pareil, qui était donc cette machine adaptative qui va accompagner les réponses correctes ou incorrectes. Tant qu'on n'a pas répondu correctement, on ne passe pas à la prochaine question. Et on parlait d'adaptation dans ces cas-là. Donc nous, dans notre domaine, on a voulu distinguer 3 types de systèmes informatiques, ce qu'on appelle les systèmes adaptés, c'est-à-dire qu'ils vont s'adapter pendant la conception de l'informaticien, aussi l'enseignant. On voit à droite un système qui est fort utile, on utilise beaucoup en université, en première année du mois dans mon université, qui est un système qui s'appelle STACK, dans lequel l'enseignant va faire des parcours adaptatifs et très, très intéressant, et dans lesquels il aura des feedbacks, des rétroactions adaptatives. C'est-à-dire qu'on va dire, dans tel type d'erreur, voilà le type de rétroaction, voilà la prochaine activité à faire. Et là, c'est un système adapté. Il a été adapté en pensant à des profils d'élèves, à des profils, à des erreurs, à des parcours. Donc ça, c'est un système qui a été adapté, mais il était adapté en amont. D'accord? Adaptable, ça veut dire qu'il va pouvoir être adapté à tout moment. On demande explicite de l'utilisateur. Donc, je souhaite changer l'interface, je souhaite changer la police, les contenus, etc. Et adaptatif, et c'est là où l'IA rentre en jeu, c'est les systèmes qui sont capables de s'adapter automatiquement avec ses propres caractéristiques, c'est-à-dire qu'ils vont tenir compte de l'utilisateur dont on parlait tout à l'heure, mais utilisateur enseignant, apprenant et institution. D'accord? Qu'est-ce qu'on adapte couramment? Ben, on adapte couramment l'enchaînement des questions, si on va faire tel schéma, si c'est correct, on propose telle question, etc. Donc c'est ce qu'on adapte la plupart du temps. On va adapter de temps en temps les contenus.
et les nombres de contenus, donc la façon de les présenter, mais on va adapter probablement de temps en temps les formats et la disposition des informations. Donc tout ça, on sait les faire et on les fait un petit peu moins. Et là, c'est mon travail de recherche qui m'a toujours intéressé, sur lesquels j'ai continué à travailler, c'est les rétroactions, en particulier les rétroactions épistémiques, donc liées aux connaissances. Et ces rétroactions, on les adapte aussi, on essaie de les adapter de façon automatique, mais on sait les faire un petit peu moins actuellement. J'ai montré pourquoi. Donc aussi, peut-être il faut différencier, quand on parle d'IA éducation, on confond trois concepts, et on a compris tout à l'heure qu'il faut d'abord comprendre les concepts pour après pouvoir faire les liens. Et donc, on confond l'éducation à l'IA. Qu'est-ce qu'on essaie de faire actuellement, de vous former, qu'est-ce que c'est les principes des bases de l'IA. Et donc, effectivement, il y a des gens qui travaillent autour de ça. Donc, c'est pas ce que moi j'ai fait. Mais il y a des choses assez intéressantes faites, soit par l'IRIA, soit par la DNU, enfin, il y a plein d'initiatives sur comment avoir les principes des bases sur l'éducation à l'IA, pour nous tous en tant qu'utilisateurs, de l'enfant jusqu'à l'adulte. Mais il y a aussi l'IA en éducation, c'est-à-dire cette IA qui a été pensée pour l'éducation. ChatGPT n'a pas été pensé pour l'éducation, d'accord? Donc on l'utilise. La génération d'images n'a pas été pensée pour l'éducation, on l'utilise en éducation, mais ça n'a pas été pensé pour cela. Et donc c'est pour ça que j'ai différencié également l'IA générique, c'était une IA qui a été pensée pour des fonctions humaines, reconnaissance d'images, reconnaissance de la voix, et l'écriture, etc. Donc ça, c'est l'IA générique. Hein. Donc c'est les grades cherchés par tous les chercheurs des IA génériques, des IA fondamentales. Nous, dans notre domaine, on ne s'intéresse pas nécessairement à l'IA fondamentale. Nous, la problématique, c'est l'IA en éducation. Comment on va modéliser des caractéristiques, des phénomènes qui viennent du système éducatif. Et donc, c'est ce qu'on appelle l'IA en éducation. C'est une thématique de recherche. C'est une thématique de recherche qui ne date pas d'aujourd'hui. Au niveau international, il y a une société savante qui s'appelle IAED, qui est une société savante qui est née initialement par des informaticiens et des psychologues, beaucoup de psychologues, avec des positionnements très différents sur la façon, sur la mémoire, sur les raisonnements, sur la connaissance procédurale, déclarative, etc. Et des informaticiens qui voulaient aussi montrer des choses par rapport à la façon de représenter des connaissances, des données. Des données sont venues bien plus tard. Au début, on s'intéressait surtout comment modéliser ces connaissances. Et ça, c'était déjà de l'IA. Ça ne se voit pas, mais en fait, là, la revue, les premiers articles de cette revue, c'est en 89, en sachant que même bien avant, il y avait déjà, évidemment, des chercheurs qui faisaient déjà, c'est poser ce type de questions. De l'autre côté, au niveau français, il y a 12 sociétés savantes. Il y a l'AFIA. L'AFIA, c'est la société informatique d'IA. Et là, malheureusement, on ne les voit pas. Mais sur la gauche, en bas, il y a les environnements d'apprentissage humain. Et d'ailleurs, c'est pour ça qu'on a appelé ça humain, parce qu'on confondait l'apprentissage automatique avec l'apprentissage humain. Et donc, entre nous, chercheurs, on va faire la différence, on va dire apprentissage humain et IAH, par exemple, l'environnement informatique pour l'apprentissage humain. Et aussi, la société savante qui est vraiment dédiée à cet aspect numérique et éducatif en général, donc c'est la TIEF. Et dans la TIEF, il y a des personnes qui travaillent sur la ludification, sur la scénarisation pédagogique, et certains travaillent encore sur l'IA en éducation. Donc, article en anglais, donc je m'excuse, mais ça, c'est ce que je voulais vous montrer, c'est qu'il y a déjà beaucoup de choses dans les marchés sur l'IA et l'éducation. Là, c'est un article très récent sur des personnes, des auteurs européens, dans lesquels ils font une liste et ils vont montrer des familles des logiciels d'IA en éducation, et ils vont dire, donc il y a de l'IA, je ne vois pas très bien, moi, vous ne voyez pas encore moi, désolé, donc de l'IA plutôt centrée sur l'apprenant, de l'IA au service de l'enseignant, pas centré sur l'enseignant, c'est assez curieux, parce qu'il n'y a pas d'IA centrée sur l'enseignant, il y a au service de l'enseignant, alors qu'il y a l'IA centrée sur l'apprenant, on va voir pourquoi, et de l'IA pour l'institution. Quelques exemples de l'IA pour l'enseignant, c'est aider à déceler les plagiats. Donc, quelque chose qui est très utile, surtout au niveau universitaire. Ou de l'IA centrée au suivi de la classe. On va voir un exemple après. Du point de vue institutionnel, la sélectivité.
Hein, donc, pouvoir sélectionner, enfin, il a des algorithmes d'IA qui vont pouvoir prédire s'il va réussir ou pas dans certains pays, pas en France heureusement, mais vont servir à cet aspect-là hein, pour sélectionner. Et il a des LIA, donc c'est entrée apprenante dans laquelle je vais me centrer un peu plus parce que la commande était plutôt sous l'adaptation. Et donc, un des plus classiques, c'est les ITS, Intelligent Tutoring System, ou les tuteurs intelligents. Et c'est sur ça que je vais vous montrer quelques exemples. Dans les tuteurs intelligents, vous voyez, ils ne sont pas très récents. Hein. C'est un premier qui était assez marquant, c'est Scholar, fait par Carbonell en 1973, qui était un tuteur sur l'apprentissage de la géographie en Amérique du Sud, assez performant. Du point de vue dialogique aussi, il posait des questions voilà, assez intéressantes. Et en fait, quand ce chercheur a travaillé sur ça, c'était plus du point de vue informatique, parce qu'il voulait montrer qu'en faisant des graphes de concepts, on était capable de se balader dans cet espace et pouvoir répondre à un humain de façon interactive et assez pertinente. Premier exemple. Deuxième, quelqu'un qui dit non mais l'erreur est essentiel de l'apprentissage, donc on va faire un tuteur en arithmétique et sur la soustraction basé sur des erreurs possibles de l'apprenant et qui sont représentées du point de vue informatique de façon explicite. Donc on sait, la machine va savoir faire l'erreur comme l'élève. Donc ça veut dire qu'il pourra expliquer par où il est passé, etc. Encore un autre exemple, c'est celui de Proust, qui est intéressant. Pourquoi? Parce qu'il était vendu à l'époque. Donc, c'est un tuteur dans lequel on va analyser les erreurs de l'élève en programmation, déjà, Pascal. Et donc, c'est pas récent non plus. Et on comparait, et on fait encore ça là, malheureusement, on compare la solution experte avec la solution de l'élève et on essaie de ramener l'élève à cette solution experte en oubliant qu'il a un chemin très long entre les deux. Mais donc voilà, Proust était un exemple intéressant. Et Guidon était vraiment très, très intéressant parce que Guidon s'est basé d'abord sur un modèle expert des connaissances, des diagnostics des maladies infectieuses du sang. Et il était très, très fort, ce système. Et il s'appelle Mycin. Ce système était meilleur que beaucoup de médecins spécialistes. Et donc, les chercheurs à l'époque se sont dit, ah, si le système a les connaissances, il sera enseigné. Et ils l'ont donné aux étudiants, aux internes, qui n'ont rien fait avec ça, évidemment, parce qu'il manquait d'autres modules. Et c'est là où Guidon est arrivé, c'est-à-dire qu'il n'avait pas seulement les connaissances expertes, il avait aussi des modélisations de l'apprenant, c'est-à-dire comment il pouvait faire des erreurs, comment calculer ça, et il avait aussi une modélisation qu'on appelait pédagogique, c'est-à-dire une stratégie d'enseigner à partir de ces connaissances-là. Et c'est là où s'est apparue une architecture qui est bien connue pour nous, dans les tuteurs intelligents, dans lesquels on va chercher à modéliser trois types de modèles. Les modèles de domaine, donc comme tout à l'heure, hein, les modèles qui vont savoir résoudre un problème, résoudre une équation et faire un diagnostic de maladie, etc. Ça marche bien dans des domaines ce qu'on appelle bien définis. Dans des domaines un peu mal définis, c'est plus difficile de faire cela, n'empêche que le modèle du domaine est intéressant à représenter du point de vue informatique. Ensuite, il a les modèles de l'apprenant, et donc cet apprenant pouvait être représenté la plupart du temps par les stratégies expertes et où il s'est trouvé par rapport à cet expert-là. De temps en temps, il a quelques erreurs qui sont représentées, un peu, peut-être pas de façon assez performante, je dirais, du point de vue algorithmique. Et enfin, les modèles pédagogiques, qui est la stratégie d'enseigner de ces tuteurs intelligents. Donc, ces tuteurs, depuis longtemps, hein, on s'est dit qu'il faut modéliser ces trois dimensions-là. Et c'est là, à partir de ces modèles, on a des algorithmes qui vont s'informer sur ces trois modèles avec l'objectif de quoi? De l'adaptation. Et l'adaptation, mais ces articles sont, là c'est une version de 2016, mais le premier article est apparu en 1978, pour vous dire que ça ne date pas d'aujourd'hui. Et donc là, ce qui est un petit peu plus nouveau, c'est que cet apprenant, quand il travaille avec les logiciels, il laisse des traces, il laisse des données. Et donc ces données-là sont relatives à l'erreur, à la tâche, au parcours, voire même à des émotions, parce qu'on met quelques capteurs, voire même à d'autres hypothèses, qu'est-ce qui se pose les chercheurs. Et donc c'est là qu'il est à nouveau né une forme d'adaptation différente, qui ne va pas seulement combiner ces connaissances des modèles, mais qui va utiliser des algorithmes qui sont des algorithmes d'IA
à partir des données, qui vont analyser les données, et ces données vont permettre soit d'améliorer ce modèle de l'apprenant, soit d'améliorer les modèles du domaine enseigné. Et rarement, malheureusement, il n'y a pas de flèches vers les modèles pédagogiques parce qu'on a beaucoup moins de traces des apprenants dans les activités. On a surtout les traces des élèves. Donc, un petit exemple de quelque chose qui a été très, très utilisé aux États-Unis et qui est un tuteur d'algèbre. Et dans les années 97, je pense, il y a une didacticienne de mathématiques française qui a comparé ce tuteur-là et qui a montré que dans la culture française, ce n'était pas possible d'utiliser ce type de tuteur. Je ne vais pas rentrer dans les détails, mais pour montrer que l'aspect culturel de la façon d'enseigner même un domaine est important. Et là, elle le montrait très bien parce qu'ici, c'était un tuteur très behavioriste, c'est-à-dire qui va donner la réponse tout de suite, etc., va guider, alors qu'à l'époque, on était plutôt vers les micro-mondes en France, avec Cabri-Jean-Maître, avec les constructivismes, avec la construction, les développements, etc. Donc, vous voyez que même cet aspect culturel, il faut en tenir compte, culturel, y compris du point de vue connaissance. Donc, dans ces tuteurs-là, ce qui est intéressant, c'est que c'est un modèle dans lequel on peut voir que l'élève peut avoir plusieurs réponses, et il a des réponses correct ou incorrect, d'accord? Et là, il a un cas particulier, mais cet logiciel permet de reconnaître plein de solutions, correctes et incorrectes. Donc, c'est ce qu'on appelle un modèle symbolique. Et ça existe depuis longtemps. Donc, on va avoir des sortes de règles, et un peu plus sophistiquées que ça aussi, mais donc, on va avoir des sortes de descriptions un peu abstraites qui vont permettre de reconnaître des étapes de résolution d'un problème. Et on saura aussi, à partir des traces, pas seulement savoir par quel chemin il est passé, mais aussi la probabilité, et là c'est important de le dire, la probabilité qu'il maîtrise une connaissance. Et là, c'est où on vient avec des modèles d'IA, parce qu'on a beaucoup plus de données et on sait dire un peu plus de choses, parce que tous les élèves qui ont passé par là, qui ont répondu, n'acceptent pas de façon correcte. Il est probable qu'ils répondent les pas d'après de façon correcte ou incorrecte. Et tout ça, on sait les calculer et on arrive à avoir des modèles qui peuvent, de façon très fine, mais sur des domaines très, très précis. Là, je peux vous dire que c'est 20 ans de recherche pour travailler sur un domaine qui va prendre une semaine au collège. Donc, c'est ça une des difficultés. Donc, c'est des outils très intéressants, très précis, mais bon, donc on ne sait pas passer à l'échelle pour l'instant parce que ça demande beaucoup de travail, y compris humain, même s'il a les traces. D'accord? Donc, et le niveau d'adaptation, il est un peu tristonné, cette adaptation, parce que c'est des feedbacks, des rétroactions qui vont donner la solution correcte vis-à-vis du schéma que le système a identifié. Et donc, on peut dire, ouais, c'est de l'adaptation, effectivement, parce que quand l'élève est en train de travailler et qu'il est passé par un schéma, on va lui donner exactement ce qu'il doit faire et qui s'est écarté de la solution correcte. Et donc, il a une adaptation. Cette adaptation, elle peut être contestable. En tout cas, dans ce type de tuteur, on a mesuré, on a travaillé et on voyait effectivement un gain important, malheureusement, sur des apprenants qui sont déjà avancés. C'est-à-dire que pour les meilleurs élèves, les tuteurs fonctionnaient très bien. Et donc, c'est une des difficultés, mais les chercheurs sont bien conscients de ça, ils se posent des questions autour de ça. Donc, on s'est dit, dans cette même équipe de recherche, on a dit, mais la place de l'enseignant. Et donc, voilà une recherche qui a été faite, c'est-à-dire que les tuteurs, on a mis des lunettes augmentées, et si vous voyez, ça, c'est un travail qui a été co-conçu entre les enseignants et les chercheurs. Et donc, chaque élève est sur son tuteur intelligent. Et à partir des données et à partir de ce qu'on est en train d'informer, il y a des petits icônes en haut à droite. Il y a un signe d'interrogation, ça veut dire « Ah, cet élève n'a pas compris » ou il y a un autre qui dit « Ah, il a besoin d'être aidé » ou l'autre « Ah, lui, il est en train de jouer avec le système ». Enfin, des informations pareil, vous pouvez contester ou pas, mais en tout cas, la place de l'enseignant a été, dans ces cas précis, pensée comme c'est là, avec des enseignants. Là-bas, dans une réalité, à Pittsburgh, aux États-Unis, donc ce n'est pas nécessairement effectivement comme vous souhaitez ici, et ça, c'est un de mes messages. Peut-être qu'il faut que nous, on s'y mette aussi, pour voir ce que vous voulez aussi. Donc, mais dire que ça n'existe pas, qu'il ne faut pas l'utiliser, c'est peut-être une façon d'éviter la question
qui est fort importante. J'ai mis un autre exemple, parce que c'est celui que j'ai beaucoup travaillé, qui n'est pas en primaire collège, mais c'est pour vous dire qu'il a aussi des adaptations multimodales. Il n'y a pas seulement l'exercice, etc. Dans ces cas ici, j'ai travaillé avec des chirurgiens orthopédiques et on a travaillé sur un système dans lequel il y a une simulation 3D et selon les actions et toutes les traces, on va comprendre les erreurs de cette externe ou interne grâce à des outils d'IA et on va faire un feedback qui va être adapté à l'erreur, à vrai dire, aux conceptions des étudiants. Donc, s'il a une conception dans laquelle il est nécessaire d'aller travailler sur les simulateurs, les feedbacks l'envoyer à travailler sur les simulateurs. Peut-être que ce n'était pas la peine, il suffit d'aller voir les cours d'anatomie. Et donc, dans ces cas-là, on l'envoyait sur les cours en ligne, on lui proposait de travailler sur tel cours en ligne ou on lui sortait un cas clinique précis qui pointait les mêmes erreurs qu'il avait fait, ou au contraire, il a fait les gestes de façon correcte, mais ça marche uniquement pour tel type de patients, et on lui montrait des patients dans lesquels ça ne marche pas. Donc, vous voyez, là, c'est une autre forme d'adaptation dans laquelle on était dans un positionnement plutôt constructiviste, donc on ne donnait pas la solution, on ne se comparait pas avec l'expert, on essayait plutôt de diagnostiquer, de donner des rétroactions adaptées à cet apprenant-là, à cet interne. N'empêche que c'est beaucoup plus long. Et à un moment donné, même les étudiants nous disaient, mais bon, quelle était la réponse correcte, qu'est-ce qu'il faut faire de façon correcte, etc. Donc peut-être il y a un juste milieu entre les deux, et c'est des choses qui nous intéressent, en tout cas nous, en tant que chercheurs. Donc on peut dire que l'adaptation, il est en train d'essence, parce que tout ce que je vous ai montré, ça date d'un certain moment. Il a une renaissance en particulier parce qu'il y a eu les MOOC qui sont apparus, les Massive Open Online Courses. Et donc, ça a fait qu'il y a plein de données, on va adapter les vidéos, on va adapter les feedbacks, etc. Mais il reste la question, on sait faire, il y a des algorithmes qui savent prédire les décrochages à partir des données dans certains contextes, en particulier dans les MOOC, on sait quand vous allez décrocher. Et donc, ça, les algorithmes sont assez performants, n'empêche que ce n'est pas des algorithmes intéressants pour les décrochages d'un apprenant qui est en classe maternelle ou en primaire. Ce n'est pas les mêmes types de décrochages, évidemment. Donc, l'idée, c'est vraiment se poser les questions selon le contexte et se dire, mais demain, OK, il a décroché, mais pourquoi? Comment motiver? Quelles sont ces différences dont il faut tenir compte? Et donc, les chercheurs, on travaille autour de ça. On a aussi, on sait maintenant, aujourd'hui, faire un suivi progressif de l'apprentissage, mais tel qu'on le disait, par rapport à une réponse correcte ou incorrecte. Donc, on sait s'adapter de façon au niveau des connaissances, mais on ne sait pas pourquoi. Et ça, c'est gênant. Donc, on ne sait pas quel type d'erreur, comment l'expliquer, comment pouvoir, donc, quel type d'émotion liée à l'apprentissage. Donc, ces choses-là restent encore ouvertes et c'est des schémas de recherche qui intéressent actuellement les chercheurs en IA, en éducation. Au niveau évaluation aussi, on sait faire bien. On sait évidemment évaluer des QCM de façon, on sait même générer des questions automatiquement. On sait faire des évaluations sommatives. Par contre, on est moins bon dans l'évaluation pendant l'apprentissage, dans des environnements ouverts. C'est-à-dire que ce n'est pas des QCM fermés, etc. C'est par exemple une simulation ouverte, des systèmes d'exploration. Ça, on sait faire moins bien. Et de façon dynamique, c'est-à-dire tout au long de l'apprentissage ou de toute façon, par définition, l'élève évolue, heureusement. Donc, cette évolution, on sait moins bien la faire du point de vue IA. Ou, par exemple, à travers des projets collaboratifs. Ça, on ne sait pas faire, on ne sait pas évaluer du point de vue automatique quand il y a plusieurs élèves qui travaillent autour d'une même tâche de façon automatique. Donc, il a des difficultés et des critiques. Je vais vous laisser 1 minute tout à l'heure. Il a des difficultés et des critiques. Et les difficultés sont liées d'abord à l'incertitude scientifique, c'est-à-dire on ne sait pas. On ne sait pas. Et j'ai mis les textes en anglais. Donc, pourquoi on ne sait pas? Parce que les méthodes sont très différentes et les chercheurs en sciences humaines et sociales ne se mettent pas d'accord. Et donc, il y a les psychologues expérimentalistes qui n'est pas d'accord avec celui qui est plutôt qualitatif, etc. Donc, là, il a un problème pour l'instant, actuellement. Il a une incertitude scientifique sur vraiment l'utilité. Mais ne pas savoir, ça ne veut pas dire qu'on les met de côté. C'est qu'il faut qu'on fasse plus de recherches pour en savoir un peu plus. D'accord? Donc, on ne sait pas non plus sur l'efficacité et l'impact de ces outils parce que les études ne sont pas généralisables pour l'instant. La grande majorité des études sont des impacts sur des petites écoles ou sur des nombres relativement petits d'apprenants. Et en plus, dans certains pays, surtout aux États-Unis,
pour certaines cultures. Et donc, la transférabilité reste très, très limitée dans ces cas-là. Et puis aussi, une des limites la plus forte, c'est qu'il y a une adaptation qui est privilégiée, comme on l'a dit tout à l'heure, c'est l'adaptation pour réussir des tests. C'est-à-dire, c'est faux, correct, donc c'est pareil que la machine de Skinner, on fait pareil, mais avec l'IA. Et donc, on est très centré sur comment accompagner cet élève à réussir des tests, et on n'est pas allé pour l'instant plus loin sur comment intégrer d'autres objectifs pédagogiques, tels que la socialisation ou l'autonomie. Et il y a une autre critique qui s'appelle le colonialisme des systèmes, parce que la plupart des systèmes qui existent actuellement sont pour des grands groupes commerciaux dans certains pays et des entreprises du Nord, comme on le dit, et déjà ont été pensés pour une langue particulière, en particulier l'anglais états-unien. Et donc, ça a pu influer de façon assez culturelle, assez importante. Mais en plus, le type de pédagogie de ces systèmes est aussi influencé par la culture de ces pays. Comme pour les États-Unis, dont je vous ai montré de la machine de Skinner juste au tuteur intelligent, on voit bien qu'il y a une démarche pédagogique qui est pensée dans ces systèmes et qui essaie d'être exportée, alors que la culture de ces pays peut être, et c'est probablement assez différente. Et il y a aussi peu de place à des entreprises qui sont sensibles à la situation locale, française, marocaine ou autre. Donc ça, c'est un des problèmes, ou du moins un des signalements qui fait ces auteurs qui est écrit en bas. Une autre chose, c'est qu'il y a beaucoup de travaux qui sont actuellement mis en place sur le monitorat de la classe, mais le monitorat, comme on voit dans cette image, dans lesquelles, par exemple, on va mettre des élèves des systèmes dans lesquels il a des alertes parce qu'il a décroché. Donc, le système est très performant pour nous dire, l'enfant avec une petite lumière rouge qui s'allume. Donc, voilà, peut-être que les enseignants souhaitent une autre forme de monitorat. Donc, il y a ces limites-là qu'il faut alerter, mais voilà, il ne faut pas les mettre de côté. Et puis, aussi, malheureusement, pour l'instant, actuellement, on voit l'éthique de l'IA centrée sur les données personnelles, etc. Je suis désolée, mais vous travaillez sur des données personnelles tous les temps. Donc, pour moi, ce n'est pas ça les problèmes. Et je pense que ce n'est pas ça qui est vraiment compliqué. C'est des problématiques plutôt liées sur l'action et les contrôles humains. Quand c'est la machine qui prend la main, quand c'est l'élève, quand c'est l'apprenant, aussi sur l'équité. L'équité des algorithmes. J'ai une doctorante qui travaille actuellement, c'est une thématique assez passionnante, sur l'aspect humanité, c'est-à-dire l'humain. Et dans cette boucle d'interaction, donc il a ses droits, il faut les tenir en compte comme un humain, d'accord, pas comme un robot, et aussi ces algorithmes et la dimension de justification, de transparence et d'explicabilité. Et ces algorithmes sont des problèmes liés à l'éthique qui n'est pas uniquement limité aux données. C'est vraiment à comment je prends. Ces algorithmes ont été quand même programmés par des humains, et ces tunnels algorithmiques, c'est l'humain qui l'a fait, c'est pas la machine. Il a des algorithmes qui peuvent être moins tunnels, qui vont utiliser de temps en temps une surprise, l'hasard, etc. Donc ça, il ne faut pas l'oublier non plus. Donc c'est des difficultés qu'on a. Je vais sauter celle-là, c'est en anglais, mais pour vous dire que nous, chercheurs, on s'inquiète et on se pose des questions sur la place de l'enseignant pour trouver un juste milieu entre la complète tâche faite par l'enseignant, mais il n'a pas les temps, et donc c'est lui qui est à gauche, jusqu'à devenir aveugle, et c'est tous les systèmes qui font tout à sa place, donc il peut avoir peut-être un juste milieu, et peut-être de temps en temps, l'enseignant, il a envie aussi de ne pas savoir de déléguer, et donc il ne voit pas, il délègue. Imaginez-vous, rêvez-vous, toutes les corrections que vous faites chez vous et qui vous prennent beaucoup de temps, peut-être si c'est la machine qui les fait, qui vous donne un bon compte rendu de quels sont les problèmes, ça c'est quand même pas, on ne va pas dire non à ça. Hein. Donc du coup, vous voyez, il faut vraiment penser toutes ces possibilités et mettre en place donc, des défis scientifiques là, pour la recherche. La première, c'est comment travailler cet écart social qui peut être produit aussi par nos tuteurs intelligents, par nos systèmes d'IA, parce que peut-être ils vont favoriser, et ça on n'a pas de réponse actuellement, favoriser les meilleurs, donc ça on ne sait pas encore. Donc comment aider et pour ceux qui ont les plus besoin, avec un traitement individuel et s'assurer des véritables avantages, parce que là, on n'est pas sûr de ces avantages-là, du moins, il n'a pas suffisamment de preuves de cela. Et comment aussi réduire les stress de cet enseignant qui est face à ça, comment développer l'expertise, mais aussi le libérer des tâches qui lui prennent du temps et que les humains, pour lui laisser la place à ce qu'ils font bien les humains, tel que voilà, l'accompagnement qu'on a vu tout à l'heure, typiquement, c'était une bonne illustration. Et l'IA peut accompagner plutôt la recommandation des ressources, la planification, les feedbacks adaptés, la rétroaction adaptée, etc.
Je vais sauter ça. Donc, c'est un travail fait par des Canadiens. C'est poser des questions de la place dans les triangles didactiques que vous connaissez bien. Et pour dire que pour moi, les défis importants actuellement, d'abord, c'est une meilleure intégration des disciplines du domaine. Parce qu'il y a des fois des problèmes sur les positionnements méthodologiques, comme des approches comparatives ou pas, expérimentaux, etc. Donc ça, pour nous, en tant qu'informaticiens, c'est urgent qu'on puisse travailler ensemble sur ces parties-là et partager, respecter les méthodes de chacun et chacune, mais aussi une meilleure compréhension des phénomènes. Moi, je travaille sur les feedbacks, sur les rétroactions, et quand je regarde très sérieusement la littérature en sciences humaines et sociales, je ne trouve pas des modèles qui me permettent de dire « OK, c'est les feedbacks sur les connaissances qui va être plus pertinent dans tel type de situation ou c'est l'émotionnel. » Non, il n'y a pas suffisamment de savoir en sciences humaines et sociales sur ces aspects-là. Donc, il est nécessaire de travailler sur ces questions-là pour que les modèles informatiques faits par des humains puissent être mieux informés à partir des théories au lieu de la rétroaction. Et là, je pense que l'IA générative peut être une opportunité. Quand je travaille sur les dimensions des rétroactions, on passe des heures et des heures et des heures à construire ces rétroactions-là. Peut-être que l'IA générative va me permettre d'en générer plein. Et moi, avec intelligence, avec les experts du domaine à enseigner, avec les experts en pédagogie et avec les enseignants, je pourrais travailler sur ces rétroactions pour pouvoir les classer, les classifier et les utiliser de façon intelligente ensemble pour pouvoir passer à l'échelle, parce que des fois on passe 10 ans, 5 ans sur un projet parce que c'est laborieux, on va passer beaucoup de temps à générer, à créer ces feedbacks qui soient très pertinents, les didacticiens vont dire à la virgule près, non mais là non, ils ne vont pas comprendre parce que c'est pour les quatrièmes, donc vous voyez qu'effectivement c'est important, mais les passages à l'échelle est un peu compliqué dans ces cas-là, donc peut-être qu'on peut utiliser cette IA générative pour nous accompagner dans cette future expérience d'une IA et en éducation et pas d'une IA générique qu'on essaie d'utiliser et à faire entrer à l'école de façon un peu forcée. Merci.